Alors j'appelle les rapporteurs des 4 ateliers à nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît, à aller vers le pupitre pour l'ultime présentation des ateliers de l'ultime jour. Donc ce matin, changement de braquet. On était jusqu'ici sur le logement, éventuellement l'immeuble. On passe au territoire, l'îlot, la commune, le territoire, la région. Et on s'interroge à nouveau sur cette question de la rénovation dont on a vu depuis 2 jours qu'elle est extrêmement complète et surtout qu'elle est, me semble-t-il, en pleine ébullition. Non. On a le sentiment qu'on a largué les amarres de la rénovation énergétique, technique, et qu'on est à la recherche de pistes nouvelles. Alors, est-ce que l'urbanisme sera une réponse ou une question, ou des questions complémentaires? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais demander à Laurent Pérez de nous rapporter ce qui s'est passé dans le premier atelier Rénover en ville. Bonjour à tous. Alors, dans ce premier atelier, sur la question de la rénovation en ville, on a eu 3 interventions. La première intervention portait sur la question de la surélévation. Les mots que je voulais rapporter, c'était donc c'est une étude qui a été faite par plusieurs centres techniques et qui aboutit au constat suivant, c'est que finalement la surélévation ne va pas forcément poser d'obstacles techniques. Ça, il y a une offre assez multiple, avec notamment en termes de matériaux, qui est tout à fait possible. Le modèle économique qui a été étudié sur tout un tas de surélévations et de cas possibles, le modèle économique est donc assez encourageant. Il ne marche pas, il n'est pas rentable sur toutes les situations, mais sur quand même un certain nombre. Et les principaux obstacles sont finalement sur la prise de décision ou sur des éléments plutôt administratifs. Et donc cette initiative-là, de cette étude qui a été faite sur la surélévation, invite finalement à poursuivre ce sujet et cette piste pour rénover en ville. Deuxième intervention donc, de Marc Barra, écologue Nature Paris, sur la question de la nature finalement à l'occasion de la rénovation en ville. Comment on fait la ville sur la ville, se pose la question aussi de la nature. Et c'est intéressant d'avoir une vision d'un écologue sur la réhabilitation performante sur le plan énergétique. La conclusion, c'est que finalement, ça apporte énormément de solutions sur des sujets qu'on doit traiter dans le cadre de la rénovation, sur la gestion des eaux de pluie, les îlots de chaleur, la biodiversité, la santé, etc. Il y a eu une alerte quand même de attention aux solutions toutes faites. On parle bien d'une réflexion à apporter dans le cadre d'une réhabilitation. Et donc c'est bien notre matière grise qu'il faut faire travailler et pas simplement aller acheter une solution toute faite, la mettre sur un toit. Et c'est pas ça qui fait la nature en ville en fait. Et enfin aussi de bien comprendre en fait, de ne pas tout sacrifier sur l'autel de la thermique. Faire un bâtiment très performant sur le plan de la thermique, c'est important, mais on a quand même tout un tas d'autres dimensions à traiter lorsqu'on intervient en réhabilitation, et qu'il est important aussi de traiter au même niveau, quoi, dont la question de la nature. Troisième intervention avec une initiative qui nous vient des Pays-Bas et qui est expérimentée depuis 5 ans et qui arrive en France là depuis quelques temps, qui est Energisprong, qui a été présentée donc par Greenflex. Là, c'est plutôt une solution qui vise la massification de la réhabilitation. Initiative assez intéressante et ambitieuse. C'est quoi en fait? C'est une réhabilitation à l'échelle industrielle. Performance énergie zéro, garantie des performances sur les consommations réelles pendant 30 ans, financement à 100% sur les économies d'énergie sur 30 ans, et avec des objectifs en plus aussi de délai, d'avoir aussi une offre multiple pour le particulier. Et cette initiative donc, est très intéressante. Elle pose quand même quelques questions évidemment sur la qualité architecturale, sur l'adéquation avec la culture et le mode de fonctionnement des entreprises en France, parce que c'est quand même une offre packagée, industrialisée, mais qui commence à avoir, qui vise plusieurs milliers de réhabilitations à l'horizon 2019, qui a déjà signé, alors qui démarre son travail plutôt avec les bailleurs sociaux.
mais qui semble assez prometteuse. En tout cas, c'est une piste, je pense aussi, c'est une piste assez intéressante à suivre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Audrey Tinès, pour réhabiliter en milieu rural. Bonjour à tous. Alors moi, je suis chargée de faire la synthèse de effectivement l'atelier réhabilité en milieu rural. Je ne vais pas vous parler de ce qui s'est dit, des présentations, puisque vous pourrez les avoir. Je vais plutôt parler des grandes idées, des grands concepts qui sont ressortis et sur lesquels on était à peu près tous d'accord à la fois sur les 3 interventions et sur la salle. Alors plusieurs éléments clés. L'importance de comprendre l'histoire dans ces territoires, qu'il n'y a pas de solution unique. L'importance du moment de la mutation est également ressortie, c'est ce qu'on se dit depuis 3 jours. Un lien fort sur ces territoires entre urbanisme, territoire et rénovation. L'importance d'avoir également une équipe pluridisciplinaire avec une approche globale, ce qui permet ensuite d'avoir une approche concertée, une dynamique collective qui favorise l'émulation, l'exemplarité, le passage à l'acte. On a demandé comment on s'organise pour que les particuliers se passent le sel. Tout ça, effectivement, dans un esprit de convivialité qui permet l'émulation. Ce qui est important et ce qui est ressorti, c'est comment on arrive à autonomiser le citoyen, l'habitant, par l'accompagnement pour qu'ensuite il soit lui-même capable de s'organiser avec plusieurs outils, des groupes de travail, des études, des fiches explicatives, y compris par typologie de bâtiment, des formations, organiser le retour d'expérience et les informations, organiser le bouche à oreille des particuliers et des habitants pour qu'ils puissent ensuite mutualiser, y compris les compétences des professionnels. On a conclu sur 3 pistes d'amélioration. Donc, augmenter la lisibilité des informations auprès du grand public, se réapproprier les sites à l'abandon tels que les friches et les zones d'activité, et ensuite organiser le contre-exode rural. Merci beaucoup. Alors, Laurent Boiteux, pour l'intérêt des démarches de projets collectifs publics-privés. Oui, Ruth nous a demandé de répondre en trois choses, donc je vais prendre 3 choses. On va commencer par le centre de gravité, puisque ce n'est pas grave, c'était Gus qui était dit dans cet atelier très agréable animé par Anne-Laure Criveau, avec les personnes qui sont présentées ici. Et on a parlé notamment, on a commencé sur les réseaux de chaleur et on a fini sur les réseaux de chaleur humaine. Et c'était assez chouette cette poésie pendant cet atelier. Et on a parlé de l'esprit partenarial, de l'analyse multicritère à la fois sur les moyens et sur l'aspect des humains aussi, donc pluridisciplinaire. Ça, c'était vraiment le centre de gravité. Derrière cela, on est allé un peu plus loin, on a donné les 3 grands axes. Le premier axe, c'est laisser une place à tous et à chacun. Et on a parlé, bien entendu, comme hier et avant-hier d'ailleurs, de cette gestion des effets de concurrence qu'il peut y avoir entre le public et le privé. Et où il était reconnu que le privé pouvait apporter une expertise très qualitative au public et que le public, lui, pouvait apporter ses compétences, ce réseau, ses visions et sa structuration, et qu'il y avait une complémentarité sur laquelle il fallait faire attention, mais qu'on pouvait avancer là-dessus. Donc, en fait, permettre à chacun d'exister et de s'exprimer. Deuxième grand axe, celui de la coopération, du travailler ensemble. Donc on a parlé beaucoup d'échanges, de dialogue entre tous les acteurs sur différents aspects, les aspects techniques, économiques, administratifs, sortir de la simple réponse à l'appel d'offres individualisé et puis essayer d'avoir une vision plus globale, comme c'était dit juste avant. Mais également partager les états des lieux, les retours d'expérience et savoir-faire de chacun, les informations, et tenter de calibrer collectivement les priorités. Et le dernier axe, le 3e, c'est en fait, une fois qu'on a rassemblé ce joli monde tous ensemble, c'est d'utiliser les outils qui sont déjà à disposition, qui existent déjà, et avec ces outils, tous ensemble, de ne pas attendre les gens, mais d'aller les voir. Ça a été dit de manière très très forte. Dans un deuxième temps, peut-être faudra-t-il développer les outils complémentaires nécessaires, mais là, c'était vraiment utiliser les outils déjà à disposition. Et on a longuement présenté un outil tout neuf, il est vrai, mais déjà à disposition, qui est l'outil IMOP, qui est présenté, que vous aurez de toute façon dans les actes ici, où le travail commun par l'ensemble des intervenants, il était de dire qu'il faut
que l'on partage notre identification du potentiel d'action, des priorités, des moyens que nous avons les uns les autres. Il faut qu'on travaille sur cette capitalisation des données existantes et puis qu'on essaye de développer la suite derrière. Alors, il y a eu quand même un moment pour dynamiser tout ça où il y a eu des vrais débats qui se sont faits sur la problématique, dès qu'on parle de l'outil, des données qui sont partagées et qui sont collaboratives, la sécurisation des données, la fiabilité des données. Donc le seul débat sans réponse qu'il y a eu, c'est celui de la protection des données, de la fiabilité des données. Il n'empêche que le final de tout ça, c'est qu'avec ces 3 leviers, il suffit de lancer un joli avenir pour le voir revenir. Et voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Alors, Bernard Boyeux, qu'est-ce que vous allez nous brandir, vous, comme petit objet Vous allez nous parler des enseignements de l'approche de l'outre-mer. Mais quand même avec un petit mot d'introduction. D'abord, 3 mots pour mettre un petit rayon de soleil dans toute notre grisaille métropolitaine, c'est très court. Et c'est pas qu'une formule, c'est vraiment un rayon de soleil et une importance, puisqu'on a eu des présentations et des débats très très riches et très intéressants. Et puis en voulant attirer l'attention quand même sur un point, c'est l'exemplarité et le terrain d'expérimentation que représentent les DOM. Et on avait autour de la table, je ne vais pas reprendre les présentations non plus, mais entre le bureau d'études, les architectes et les maîtres d'ouvrage qui représentaient 70% du logement social à La Réunion, je pense qu'on avait une vraie présentation globale. Le premier point au niveau de l'exemplarité, c'est évidemment une actualité particulièrement lourde sur les problèmes en milieu tropical. Et pour rappeler quand même que même si la France n'est pas spécialement concernée ou petitement concernée, ça concerne quand même les 2/3 de l'humanité. Donc ce n'est pas un sujet anodin. Le deuxième point sur l'exemplarité, c'est la problématique du chaud que l'on oublie quand même encore beaucoup en métropole, même si on parle de confort d'été, mais là on est bien une versus, enfin une opposition chaud et froid. Et puis troisième point, qui moi, je n'avais pas noté, mais qui là est ressorti, c'est la dégradation rapide, beaucoup plus rapide dans les territoires d'outre-mer des solutions que l'on apporte. Et je pense que c'est peut-être un sujet qui est peut-être passé un peu trop en arrière-plan dans tous les débats que j'ai pu entendre, tout du moins, sur la pérennité des travaux que l'on peut faire. Est-ce que l'on fait des travaux pour 5 ans, pour 10 ans, pour 50 ans? Et je pense que c'est un sujet vraiment très lourd. Alors les 3 mots pour une rénovation réussie et performante au-delà de l'outre-mer. Le premier mot vraiment ressorti très fortement, c'est socialisons, dans le sens le plus large possible, mais surtout de la concertation, de la compréhension, de l'écoute. Le deuxième mot, c'est ventilons. Et à mettre peut-être en face de notre sacro-sainte étanchéité à l'air, non pas pour remettre en cause l'étanchéité à l'air, mais il suffit de passer une nuit dans un hôtel en France en été pour savoir ce que veut dire ventiler. Et puis le troisième mot qui me tient particulièrement à cœur et qui me réjouit, c'est végétalisons, puisque là on passe à l'échelle du quartier et du territoire, qui était quand même un peu le sujet de cet atelier. En conclusion, simplement une phrase qui rejoint beaucoup cet aspect de socialisons, mais qui mérite sans doute d'être médité, qui est sortie dans un des exposés, c'est « On est presque sûr que l'on ne sait pas faire grand-chose ». Je vous laisse méditer. Merci. Bon, on va essayer quand même de voir si on n'a pas des idées sur ce qu'on sait faire quand même.